Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir à notre deuxième séance d'information sur le EU Settlement Scheme, que nous tenons avec la participation du Consulat de France à Londres. Nous allons nous pencher sur les démarches administratives post-Brexit, démarches que devront accomplir les ressortissants européens et leurs familles s'ils veulent conserver leur droit de résidence au Royaume-Uni après la fin de la période de transition. Veuillez prendre note que la session sera enregistrée, car nous comptons mettre l'enregistrement sur notre site Facebook, où il pourra être consulté par ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce soir. Donc, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous ce soir à nouveau Monsieur Guillaume Bazard, qui est le consul général de Londres, qui pourra nous expliquer les services offerts par le Consulat de France à Londres et qui répondra à vos questions d'ordre administratif par la suite. Nous sommes très contents de vous accueillir ce soir, Monsieur le Consul, et d'avoir vos conseils précieux. Nous remercions également Stéphane Ivans du Consulat de France pour toute son aide en matière de liaison, de communication et organisation. Je vous présente également Corinne Maya, Sarah Suarez et Margarita Locuro, qui sont comme moi des bénévoles chez Settled. Quelques petits mots d'introduction. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Settled, c'est une association caritative dont le but est d'aider les ressortissants européens, particulièrement ceux qui sont dits vulnérables, à faire une demande de résident permanent ou temporaire pour pouvoir continuer de vivre au Royaume-Uni légalement après le 30 juin 2021. Settled existe depuis un peu plus d'1 an et nous avons environ 100 bénévoles ainsi qu'une petite équipe centrale. En raison de la pandémie, nous offrons surtout les services en ligne, tels des forums sur Facebook et des lignes téléphoniques en 9 langues. Donc, en ce qui concerne le déroulement de la séance ce soir, Corinne va d'abord présenter la procédure pour obtenir le statut Settled ou Pre-Settled. Ensuite, Monsieur le Consul général va offrir des informations sur les services offerts par le consulat. Il y aura ensuite l'occasion de répondre à des questions. Les intervenants de Settled sont toutes qualifiés et enregistrés avec l'Office d'immigration pour donner des conseils sur le EU Settlement Scheme. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions dans la fenêtre des questions-réponses à droite. Si vous avez un problème plutôt d'ordre technique, nous vous demandons de le signaler dans la boîte de chat qui est également sur la droite. On reçoit assez souvent des questions qui traitent des mêmes difficultés et nous commencerons par certaines questions qui nous ont déjà été soumises d'avance et qui pourraient en fait répondre à votre question. Ensuite, nous essaierons de prendre autant de questions que possible dans la boîte questions-réponses ce soir. Mais si votre question est plus complexe, aussi nous sommes à court de temps et nous n'avons pas pu prendre votre question, nous vous invitons à nous écrire à l'adresse email que Sarah va écrire à droite dans la fenêtre questions-réponses. Donc l'adresse c'est advice@settled.org.uk. Donc maintenant, je vais passer la parole à Corinne pour sa présentation sur le EU Settlement Scheme. Merci Helen. Bonsoir. Je veux partager ma petite vidéo d'abord. Voilà. Bonsoir à tous. Il nous reste 21 jours jusqu'au 31 décembre 2020, qui marquera la fin de la libre circulation des personnes et de la période de transition. Et pour nous, résidents européens au Royaume-Uni, cela signifie que nous devons faire la demande d'un nouveau statut d'immigration pour garantir nos droits et continuer de vivre au Royaume-Uni. Tous les ressortissants européens sont concernés, ainsi que les citoyens de l'espace économique européen et les Suisses. Les binationaux, donc qui ont aussi la nationalité britannique, n'ont pas besoin de faire de demande. Si vous êtes un citoyen de l'un de ces pays, pour pouvoir continuer de vivre en Grande-Bretagne et conserver vos droits, y compris le droit de travailler, d'accéder aux services de santé et aux prestations sociales, vous allez devoir déposer une demande à un nouveau dispositif qui s'appelle le EU Settlement Scheme. Au terme de la demande, vous allez soit obtenir un statut de résident permanent, Settled Status, ou un statut de résident temporaire, Pre-Settled Status.
Tous les membres de la famille, y compris les enfants et les membres de familles de pays dits tiers, comme la Colombie ou l'Afrique du Sud, vont aussi devoir faire une demande. Il y a 2 dates butoirs. La première, c'est la date d'éligibilité au dispositif, qui est le 31 décembre 2020. Pour pouvoir faire une demande de vous-même au dispositif, il faut avoir résidé au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition. La deuxième date butoir, c'est le 30 juin 2021, date à laquelle toute demande au dispositif par un résident de l'Union européenne ou de l'espace économique européen établi avant le 31 décembre 2020 doit avoir été faite. La demande est gratuite. Vous devriez recevoir le statut de résident permanent settled si vous avez vécu de façon continue pendant 5 ans au Royaume-Uni au moment de votre demande. Ce statut va vous permettre de travailler, de louer un appartement, d'accéder aux soins et aux prestations sociales comme un citoyen britannique. Vous avez aussi le droit d'être absent du Royaume-Uni pendant 5 ans si vous êtes citoyen européen ou 4 ans si vous êtes suisse sans perdre votre statut. Si vous le désirez, lorsque vous recevez votre statut, 1 an après l'avoir reçu, en fait, vous serez en mesure de faire une demande de citoyenneté britannique et vous pouvez le faire de suite si vous êtes marié à un ressortissant britannique. Les enfants nés après que vous ayez obtenu ce statut seront britanniques. Si au moment de votre demande, vous avez résidé au Royaume-Uni moins de 5 ans de façon continue, à ce moment-là, vous recevrez probablement le statut pre-settled, qui est un statut de résident provisoire. Ce statut est valable 5 ans et à son terme, vous devrez faire une nouvelle demande pour obtenir le statut de résident permanent ou vous pouvez le faire au moment où vous avez acquis 5 ans de résidence continue au Royaume-Uni, si c'est avant. Ce statut vous permet de travailler, de louer un appartement, d'accéder aux soins, mais il y a des restrictions en ce qui concerne l'accès aux prestations sociales. Vous devrez répondre à des conditions supplémentaires, par exemple, passer le test du Habitual Residency Test si vous voulez accéder au Universal Credit. Ce statut a des conditions d'absence très strictes, 180 jours par période de 12 mois, et une absence de plus de 6 mois et de moins de 12 mois autorisée sur les 5 ans pour raisons importantes, pour un accouchement ou le service militaire. Les 2 statuts, settled et pre-settled, viennent avec des avantages de réunion de familles proches qui sont généreux. Certains ressortissants ont déjà des titres de séjour, par exemple une Permanent Residence Card, qui est une carte triptyque. Cette carte sera obsolète à la fin de l'année et vous devrez faire une demande au dispositif du EU Settlement Scheme. Si vous avez obtenu un statut comme une Indefinite Leave to Remain, votre statut restera valable, mais ça vaut la peine de considérer de faire une demande au EU Settlement Scheme puisque vous aurez des avantages supplémentaires, comme de pouvoir vous absenter sans perdre votre statut pendant 5 ans si vous êtes ressortissant européen et de pouvoir faire venir des membres de famille proches si vous le voulez. Certains, en pratique, j'étais trop vite. En pratique, pour faire la demande, vous avez besoin d'une carte d'identité valable ou d'un passeport, d'une adresse email et d'un numéro de téléphone. Si vous faites la demande pour un enfant, vous devez également démontrer la relation avec vous. Donc, par exemple, charger un certificat de naissance et vous devrez relier sa demande à la vôtre. Si votre membre de famille proche, votre époux est ressortissant d'un pays tiers, il devra également relier sa demande à la vôtre et inclure une preuve de sa relation avec vous, et ainsi que son permis de résidence biométrique s'il en a un. La façon la plus facile de commencer sa demande, c'est de télécharger une application qui s'intitule EU Exit ID Document Check. C'est une application pour laquelle vous n'avez besoin d'un téléphone avec Near Field Communication, NFC, c'est-à-dire un Android ou un iPhone 7. Cette application va vous permettre de scanner votre document dans la mesure où il est biométrique et de prouver votre identité en prenant une photo. Ensuite, vous pourrez compléter la demande en ligne ou sur votre téléphone. Si vous n'avez pas le bon téléphone, vous pouvez prendre rendez-vous à un scanning center, dans la mesure où ils sont ouverts,
et si vous avez un document biométrique, et ils pourront scanner le document pour vous. Si vous n'avez pas de document biométrique, vous allez devoir envoyer votre document par la poste par courrier recommandé. Pour les personnes qui ont de la peine avec les outils technologiques, il y a un service qui s'appelle Digital Assist Service. Vous pourrez les contacter et ils devraient pouvoir vous aider à mesure où la pandémie le permet. Vous allez devoir déclarer votre casier judiciaire, puisque c'est l'une des conditions pour obtenir le statut. Vous devrez déclarer toute condamnation importante, c'est-à-dire de plus d'1 année, par exemple. Ce que nous recommandons, c'est que si vous avez des antécédents judiciaires, comme une condamnation plutôt grave de moins d'1 année, le mieux, c'est de prendre conseil avant de soumettre une demande. Et vous avez là les coordonnées de notre partenaire Here for Good, ainsi que leur permanence téléphonique. Un autre service, organisation qui peut aider dans ces cas-là, c'est le Citizen Advice local. Quand vous avez soumis votre demande, parfois le Home Office va vous demander des preuves supplémentaires, en général par le biais d'un email qu'ils vous enverront après que vous ayez soumis votre demande. Donc, il est très important que vous vérifiez votre adresse email dès que vous avez fait votre demande. Cela arrive souvent si vous n'avez pas, par exemple, de National Insurance Number et que le Home Office n'a pas pu corroborer votre présence dans leur base de données. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est charger jusqu'à 10 preuves sur l'application après l'avoir scanné. Et le mieux, bien entendu, c'est d'utiliser des documents qui couvrent des périodes longues, comme par exemple un relevé bancaire d'1 année. Il est très important de s'assurer que le nom qui est sur le document corresponde à celui avec lequel vous faites la demande et qui est aussi sur votre document d'identité. Lorsque vous faites votre demande, on vous confirme à la fin si vous pouvez prétendre au statut pre-settled ou settled. Si là, vous n'êtes pas satisfait de ce que l'on vous propose, vous pouvez directement contester et charger des preuves pour justifier, par exemple, que vous pouvez obtenir un statut settled. Si au terme de la démarche, lorsque vous recevez l'email qui vous octroie le statut, vous n'êtes toujours pas satisfait, vous pouvez faire une nouvelle demande jusqu'au 30 juin 2021, faire recours ou faire appel pour toutes décisions qui ont été prises après le 31 janvier 2020. Une fois que vous avez obtenu votre statut, il est très important de le garder à jour. Vous aurez un compte et vous devrez vous assurer que votre numéro de téléphone et votre adresse email soient à jour. Si vous devez changer votre passeport, par exemple, vous devrez aussi l'enregistrer sur le compte de façon à ce que votre statut soit lié justement à votre nouveau passeport. Et vous pouvez dès maintenant le faire en utilisant l'application. Si vous avez un statut pre-settled, rappelez-vous qu'il est valable pendant 5 ans, donc vous devrez faire une nouvelle demande. Vous pouvez faire cette demande dès que vous avez 5 années consécutives au Royaume-Uni, si c'est avant la fin de la validité de ce statut. Conservez bien toute preuve de résidence pour simplifier votre demande au statut settled. Je tiens aussi juste à préciser que souvent on me dit que ce statut pre-settled permet de s'absenter 2 ans du Royaume-Uni. Mais si vous le faites, vous allez perdre votre continuité de résidence et cela vous empêchera par la suite de faire une demande de résident permanent. Faites bien attention aux conditions d'absence qui sont très strictes. Et voilà un graphique pour les illustrer. En fait, vous avez droit à 180 jours d'absence par période de 12 mois à compter de votre date d'arrivée, non pas la date d'octroi. Et vous avez droit à une absence autorisée pour raison importante de plus de 6 mois et de moins de 12 mois sur les 5 ans. Donc, dans ce cas-là, vous avez Cécile qui s'est absentée 7 mois sur une période de 12 mois. Là, en l'occurrence, c'est le juin 2019 à juin 2020. Et ça montre bien qu'il est très facile, en fait, de faire une erreur si vous ne regardez pas bien et si vous ne gardez pas un œil, en fait, sur vos absences. Comptez dès le moment où vous arrivez et aussi dès l'instant où vous quittez le Royaume-Uni. Les statuts sont numériques. Les seuls qui auront une preuve physique sont les membres de famille issus de pays tiers. La façon dont vous allez pouvoir prouver votre statut, c'est en vous connectant sur votre compte, en entrant votre date de naissance, votre adresse email et le numéro du document d'identité avec lequel vous avez fait votre demande. Vous allez ensuite pouvoir obtenir un code d'accès que vous pourrez partager avec un bailleur ou un employeur si vous devez prouver que vous avez ce statut.
Je tiens à noter également que jusqu'au 30 juin 2021, vous n'avez pas besoin de prouver que vous avez ce statut. Vous pouvez continuer de postuler pour un emploi, louer un logement, etc., uniquement avec votre passeport européen. Si vous êtes étudiant, si vous emménagez avant le 31 décembre 2020, vous pourrez obtenir le statut pre-settled et cela vous permettra de bénéficier de taxes universitaires d'étudiants indigènes. Si par exemple vous ne pouvez pas vous installer et vous suivez les cours de l'étranger en raison de la pandémie, vous ne pourrez pas faire cette demande et vous devrez plutôt faire une demande de visa d'étudiant qui vous coûtera de l'argent ainsi que payer une surcharge de santé pour immigrants qui est de 470 pounds par année. Je voulais encore terminer en ajoutant que le dispositif a été mis à jour récemment pour inclure les démarches pour effectuer pour permettre la réunion des membres de familles proches. Si vous êtes en possession d'un statut pre-settled ou settled durant la période de grâce ou si vous avez juste une éligibilité à ce statut pendant la période de grâce et si vous avez le statut après. Le Home Office n'a pas encore clarifié toutes les procédures. Ce que nous savons pour l'instant, c'est que seuls les membres de familles proches, comme les conjoints, les partenaires durables, dont la relation prédatait le 31 décembre 2020, ainsi que pour les partenaires durables, il faut aussi que la relation prédate de 2 ans, le 31 du 12 2020, pour prouver que c'est une relation durable, peuvent aussi vous rejoindre les parents et les enfants, donc seulement les membres de familles proches. Les membres de famille de l'Union européenne, de l'espace économique européen et de la Suisse seront en mesure de faire leur demande, mais uniquement de l'étranger pour vous rejoindre. Ils devront relier leur demande à la vôtre. Ils ne peuvent pas faire cette demande au Royaume-Uni, même s'il leur est possible de venir pour une période de 6 mois comme touriste à partir de l'année prochaine. Les membres de famille non EEE ou suisses, les membres de famille non EEE devront continuer de suivre la procédure actuelle qui est de demander un permis de famille de l'étranger qui est valable pendant 6 mois. Ils devront ensuite faire leur demande une fois au Royaume-Uni dans les 3 mois. La dépendance des parents sera assumée jusqu'au 30 juin 2021. S'ils viennent après, il vous faudra justifier qu'ils dépendent de vous. Et enfin, je voulais juste finir en disant qu'un enfant, c'est s'il a moins de 21 ans. Et là, on le considère comme dépendant. Si vous voulez faire venir un enfant entre guillemets, de plus de 21 ans, vous devrez justifier la dépendance. Et pour terminer, j'ai fait ici une liste où vous pouvez trouver de l'aide. Le premier, c'est le EU Settlement Resolution Center, qui est le centre où vous pouvez obtenir des informations sur la demande que vous avez effectuée. Vous avez là les horaires. J'ai aussi noté que vous pouvez obtenir des informations sur les centres de scanning. Si vous allez sur YouGov, sur gov.uk, vous pouvez entrer votre postcode et voir lequel est le plus près de vous. Le numéro de Assisted Digital Service, nos informations, donc Settled, notre adresse email. Nous avons un forum Facebook si vous voulez l'utiliser. Je voulais aussi mentionner que nous avons en Écosse, nous travaillons beaucoup avec le Citizens Rights Project, qui eux offrent le même type de service que nous offrons à Settled. Voilà, je vous remercie. Je vais arrêter de partager ma présentation et passer la parole à Monsieur le Consul général de France à Londres, Guillaume Bazard. Est-ce que vous m'entendez? Ok. Merci beaucoup Hélène et Corinne. Encore une fois, merci de nous associer à cet exercice et merci plus largement pour le formidable travail que vous faites. Et à travers vous, je souhaite remercier tous les volontaires de Settled qui donnent beaucoup de temps et d'énergie pour aider les Européens à sécuriser leurs droits. Avant de parler concrètement du consulat, je voudrais d'abord faire quelques observations un peu plus générales qui je crois, complètent
la présentation très pratique et très concrète qui a été faite par Corinne. D'abord, un mot très rapide sur les négociations en cours, parce que évidemment, si on regarde les médias actuellement, il est beaucoup question d'une négociation, d'une fin de négociation qui est assez difficile, et il faut bien avoir à l'esprit que ce qui est négocié actuellement entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, ça porte sur les relations commerciales, sur la concurrence, sur les droits de douane, sur les quotas, sur la pêche. C'est des sujets très importants pour la relation future, mais ça ne porte pas principalement sur les questions dont on parle ce soir, qui sont les questions de droits des citoyens. Il peut y avoir quelques aspects qui auront une importance dans l'avenir, on y viendra peut-être, mais ça n'est pas le sujet principal. Et le point qui est important, c'est que tout ce que vient de décrire Corinne sur le settled status, ça découle de l'accord qui a déjà été négocié, signé, qui est entré en vigueur sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et qui garantit dans l'un de ses chapitres, dans le chapitre 2, qui garantit les droits des citoyens européens qui résident au Royaume-Uni ou britanniques qui résident dans les pays européens. Donc finalement, que la négociation actuelle aboutisse à un accord ou non, ça pose toute une série de questions, mais pas fondamentalement sur les droits des citoyens européens qui sont résidents actuellement au Royaume-Uni. Autre point un petit peu général, c'est de revenir sur ce qui se passe précisément le 1er janvier prochain. Il se passe deux choses fondamentales. La première, c'est que le droit européen ne s'appliquera plus au Royaume-Uni. Depuis le 1er février dernier, le Royaume-Uni est déjà sorti de l'Union européenne, mais dans ce qu'on appelait la période de transition, le droit européen continuait à s'appliquer. Ce qui veut dire que concrètement, dans la vie quotidienne des Européens, rien ne changeait. À partir du 1er janvier, le droit européen ne s'applique plus et c'est exclusivement le droit britannique qui va s'appliquer à tout le monde. Et le droit britannique qui aura intégré les éléments de protection des droits des citoyens. Ça, c'est le premier élément important. Donc, c'est vraiment le 1er janvier qu'on passe, je dirais, du monde d'avant au monde d'après. C'est la date charnière pour basculer d'une situation dans l'autre. Le deuxième élément important sur ce qui se passe au 1er janvier, c'est que à partir du 1er janvier, il y aura deux catégories d'Européens au Royaume-Uni. Ceux qui seront arrivés avant le 31 décembre, qui sont protégés par l'accord de retrait, qui ont des droits au Royaume-Uni, le droit de continuer à résider, de travailler, de continuer leur vie telle qu'ils la menaient avant le 31 décembre, d'accéder à des prestations sociales. Donc pour eux, rien ne change. Et puis l'autre catégorie d'Européens, c'est ceux qui arriveront après, à partir du 1er janvier, qui pourront venir, on en parlera tout à l'heure, de manière assez facile au Royaume-Uni, mais qui n'auront pas du tout les mêmes droits, qui ne pourront pas travailler, qui ne pourront pas s'inscrire dans une université pour étudier pendant une période de plus de 6 mois, ne pourront pas bénéficier de prestations sociales ou d'autres fonds publics britanniques. Donc on a deux catégories d'Européens à partir du 1er janvier, et ça c'est important. Donc pour ceux qui sont résidents avant le 31 décembre, encore une fois, l'objet de l'accord de retrait, c'est de leur permettre de continuer à résider, à travailler, aussi de bénéficier de leur protection sociale dans les mêmes conditions. Un autre point qui est important dans cette différence de catégorie d'Européens, c'est ce qui concerne la circulation avec une carte d'identité. Dans l'accord de retrait, il est précisé que les Européens qui résident au Royaume-Uni avant le 31 décembre pourront utiliser une carte d'identité pour rentrer sur le territoire britannique jusqu'en 2025 au moins. Alors que pour les Européens qui ne résident pas au Royaume-Uni et qui viendront après, à partir du 1er octobre prochain, au 1er octobre 2021, il faudra un passeport. On ne pourra plus rentrer sur le territoire britannique avec une carte d'identité. Donc ça sera aussi un élément de différence entre ces deux catégories d'Européens dont on parlait. Donc à partir du 1er janvier, on entre dans ce qu'on appelle, on sort de la période de transition et on entre dans ce qu'on appelle la période de grâce.
Ça s'appelle la période de grâce parce que les Européens qui sont résidents ici ont encore 6 mois pour effectuer la démarche que Corinne Meyer vient de décrire, c'est-à-dire pour obtenir leur statut. Donc il n'y a pas de, en théorie, juridiquement, il y a encore du temps pour le faire. Et ça s'appelle aussi la période de grâce parce que pendant cette période entre le 1er janvier et le 30 juin, Corinne y a fait allusion également, il n'y aura pas de contrôle. C'est-à-dire qu'on n'est pas supposé vous demander si vous avez le settled ou le pre-settled status quand vous faites des démarches, par exemple, soit quand vous entrez sur le territoire ou quand vous postulez pour un emploi ou vous essayez d'obtenir un logement ou toute autre démarche. Si quelqu'un vous demande est-ce que vous avez le settled status, vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous devez pouvoir prouver vos droits uniquement en montrant une pièce d'identité, carte d'identité ou passeport européen. Ça doit suffire. Cela dit, comme toute réglementation, comme toute instruction, ça ne sera jamais appliqué de manière totalement uniforme et nous avons des raisons de penser qu'il pourra arriver des situations où on demandera de prouver ses droits. Et c'est pour cela, entre autres, que nous recommandons, dans toute la mesure du possible, de faire cette démarche de settled status avant le 31 décembre, de manière à être tranquille au cas où il y aurait une certaine confusion, pour qu'il n'y ait pas de questions possibles sur vos droits. Un mot sur la manière dont on circulera entre le Royaume-Uni et la France après le 1er janvier. Pour ceux qui ne sont pas résidents. On a souvent des questions sur ce sujet parce que des familles qui résident ici, qui seront protégées, encore une fois, par le settled status, ont de la famille ou des amis en France et se demandent s'il sera toujours possible pour ces amis ou pour ces membres de famille de venir les voir. Donc à partir du 1er janvier, c'est la loi sur l'immigration britannique qui s'applique. Elle prévoit que pour des simples visites, on pourra continuer à rentrer sur le territoire britannique sans visa pour une durée maximum de 6 mois. Quand on parle de visite, ça veut dire, ça couvre le tourisme, ça couvre les visites à des membres de famille ou à des amis. Ça couvre aussi des visites dans le cadre professionnel. À partir du moment où c'est quelqu'un qui travaille en France, dans une entreprise, dans une administration ou peu importe, pourra venir au Royaume-Uni en visite s'il doit participer à une réunion, s'il doit participer à une conférence, s'il doit faire de la formation dans le cadre de ses activités pour des durées courtes, il pourra toujours venir sans visa. Mais en revanche, quelqu'un qui souhaiterait venir pour chercher du travail ne pourra pas le faire sans visa. Il y aura une procédure spéciale. D'abord, il faudra que l'employeur soit lui-même habilité à recruter un Européen qui ne réside pas au Royaume-Uni. Donc il y a une procédure qui peut prendre un certain temps. Et ensuite, la personne qui postulera à un emploi, qu'il aura vu par exemple sur Internet, devra attendre, en étant en France, de recevoir une proposition d'emploi, c'est-à-dire d'avoir été retenu par l'employeur, ensuite de déposer une demande de visa. C'est un visa qui coûte certaines sommes et qui, une fois le visa obtenu, pourra venir prendre ses fonctions dans le cadre de l'emploi qui lui a été proposé, avec aussi un surcoût, un coût supplémentaire de contribution au système de santé. Donc on voit qu'on n'est plus du tout dans le système qu'on a connu depuis plusieurs décennies, où beaucoup de Français, souvent de jeunes Français, sont venus au Royaume-Uni sans avoir un projet très défini et chercher du boulot, regarder les petites annonces et trouver un job dans un restaurant, dans une entreprise ou que sais-je. Ça sera terminé. Il faudra avoir une proposition d'emploi ferme avant de venir. J'en viens au service consulaire. D'abord, pour
vous préciser que le consulat est ouvert. Le consulat est resté ouvert pendant tous les derniers mois. Il y a eu une période du premier confinement où on limitait notre intervention aux situations d'urgence, mais depuis la fin du premier confinement, les services consulaires sont ouverts avec un fonctionnement un peu adapté par rapport à la normale. D'abord, il faut absolument avoir un rendez-vous pour des raisons sanitaires évidentes. Et d'autre part, nous avons dû aménager un petit peu les locaux et le fonctionnement du consulat, ce qui fait que notre capacité à recevoir du public est un peu moins importante qu'elle était en temps normal. Le premier des services consulaires, c'est le registre. Et si vous résidez au Royaume-Uni, vous avez la possibilité, ça n'est pas obligatoire, mais vous avez la possibilité de vous inscrire au registre consulaire. C'est gratuit, ça se fait en ligne sur le site internet servicepublic.fr. Et ça vous permet d'accéder à des informations que nous envoyons régulièrement, et ça vous permet de garder le contact avec le consulat, et puis ça peut aussi faciliter certaines démarches. Donc le premier conseil, c'est si vous n'êtes pas inscrit au registre, inscrivez-vous de manière à ce que on vous connaisse et qu'on puisse vous assister plus facilement. L'autre service principal, évidemment, c'est la délivrance des titres d'identité, passeports et cartes d'identité. C'est une très grosse activité au Consulat de France. En 2019, nous avons délivré plus de 41 000 titres d'identité à nos compatriotes. Alors, la procédure, c'est une demande de rendez-vous qui doit se faire en ligne. Contrairement à ce que pratiquent d'autres pays, on ne peut pas demander un passeport en ligne. Dans le système français, la loi ne l'autorise pas, donc il faut venir physiquement au consulat pour faire sa demande. En temps normal, il faut même venir 2 fois. Il faut venir faire la demande, et une fois qu'on reçoit la notification que le passeport est arrivé, il faut venir le chercher. Il y a un assouplissement de ce point de vue-là, c'est que nous avons la possibilité d'envoyer le passeport par courrier sécurisé à votre domicile, à condition que vous en fassiez la demande au début de la procédure. C'est-à-dire quand vous venez au consulat faire votre demande de passeport ou de carte d'identité, il faut que vous, à ce moment-là, demandiez l'envoi sécurisé et fournissiez, toutes les informations sont sur le site internet, fournissiez une enveloppe pour l'envoi. C'est un système qui marche bien et qui permet, surtout pour les gens qui habitent en dehors de Londres, mais aussi pour les Londoniens, de ne venir au consulat qu'une fois plutôt que 2. Les délais, il n'y a pas de règle absolue parce que nous ne maîtrisons pas entièrement tous les paramètres, mais en gros, un passeport actuellement, ça prend, à partir du moment où vous êtes venu faire le dépôt de votre demande, il faut compter 3 semaines à peu près, parfois c'est un peu plus rapide, c'est rarement plus long, et pour une carte d'identité, il faut compter 1 mois. La raison pour laquelle nous ne maîtrisons pas totalement les délais, c'est qu'à partir du moment où vous avez déposé votre demande, nous la validons au consulat et elle est transmise de manière automatique, numérique, vers les services français en France qui procèdent à la fabrication du passeport et qui nous le renvoient. Et donc les délais de fabrication, en fonction de la demande à l'étranger, mais aussi de la demande en France, plus l'envoi, les délais peuvent évoluer de quelques jours. Mais en gros, c'est 3 semaines pour un passeport, 1 mois pour une carte d'identité. Je rappelle enfin que les cartes d'identité françaises sont sécurisées, mais elles ne sont pas biométriques. C'est-à-dire que pour la démarche de Settled Status qui a été présentée en détail par Corinne il y a un instant, la carte d'identité, nous avons parfois des questions sur le sujet, ne permet pas de télécharger les données biométriques vers l'application du Home Office pour faire votre demande. Donc si vous avez une carte d'identité, il faut l'envoyer par la poste au Home Office pour qu'ils puissent l'utiliser dans le cadre de votre demande. En revanche, les passeports délivrés sont biométriques et vous permettent de faire la démarche en ligne. Pour finir, quelques recommandations.
La première, évidemment, encore une fois, c'est de ne pas attendre pour faire cette démarche de settle status. Certes, il reste encore un peu plus de 6 mois, mais plus vite vous l'aurez fait, mieux ça vaudra. Votre situation sera clarifiée. Vous-même, vous aurez l'esprit plus tranquille et celui de votre famille aussi. Donc faites-le. Il n'y a rien à gagner à attendre et ça vous rendra service. D'autre part, la deuxième recommandation, c'est de vous informer. On est évidemment, trouver l'information est parfois difficile parce qu'il y a énormément d'informations disponibles, mais consultez le site internet du Consulat général de France. Nous le mettons à jour quasiment quotidiennement avec des nouvelles précisions, des nouvelles informations. Il y a d'autres services publics qui proposent des informations importantes. Je pense en particulier au site brexit.gouv.fr, qui est un site du gouvernement français interministériel, c'est-à-dire que toutes les administrations qui sont concernées par le Brexit mettent là en commun des informations, par exemple sur les aspects douaniers, sur les aspects sociaux pour les entreprises, l'impact du Brexit pour les entreprises. Il y a aussi des informations pour les Britanniques qui vivent en France. Donc c'est une source d'information qui est actuellement en train d'être mise à jour pour tenir compte de l'évolution des choses et notamment vis-à-vis de la négociation en cours. Mais il y a d'autres sources d'informations ici au Royaume-Uni. Il y a la délégation de l'Union européenne qui propose des informations importantes et intéressantes. Évidemment, Settled est une source importante. Il y a aussi des services comme Here for Good, qui est un partenaire de Settled et qui a en ligne des éléments pratiques et des éléments d'analyse qui peuvent vous être très utiles. Donc encore une fois, informez-vous des conséquences pour votre situation de ce qui se passe au 1er janvier et faites votre démarche sans attendre. Merci à vous et je me tiens à votre disposition pour répondre à des questions. Your mic is up. Vous m'entendez maintenant? Oui. Oui, c'est bien. Merci beaucoup pour cette présentation très, très détaillée. Je pense que vous avez déjà répondu à beaucoup de questions dans ce que vous venez de dire. Je vous demande aux participants de jeter un coup d'œil aussi dans la boîte questions-réponses parce que Sarah est en train de répondre à des questions là aussi. Et il se peut qu'elle ait déjà répondu à votre question ou bien à une question très similaire. Donc, gardez un œil sur la fenêtre à droite aussi. Pour traiter des questions qui ont déjà été soumises d'avance, alors la première question, c'est une question de Eleonora. Et je pense que je vais la diriger vers Monsieur le Consul parce que je pense qu'elle est pour vous. Donc, c'est une question en 3 parties. Je crois que vous avez déjà répondu à la 3e partie sur les visas et les visites familiales. Donc, les 2 premières, c'est sur la fameuse question sur les permis de conduire français. Est-ce qu'un permis de conduire français est toujours valable? Est-ce qu'on va devoir repasser le permis de conduire, passer un permis de conduire anglais en fait? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est au sujet des portables, les numéros de portables français et les frais de roaming. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui va se passer là. Je vous passe la parole. Merci. Alors, sur les permis de conduire, il faut distinguer 2 choses. Il faut distinguer l'utilisation d'un permis de conduire quand on est en visite, en vacances, par exemple, si on vient en vacances avec sa voiture. Et donc là, le gouvernement britannique a indiqué qu'il continuerait à reconnaître les passeports européens, qu'ils soient français ou autres. Et donc, il n'y a pas de sujet. Et l'autre aspect de la question, c'est si on réside au Royaume-Uni et qu'on a un passeport français, est-ce qu'on pourra le garder? Pour l'instant, le gouvernement britannique
n'a pas rendu public de décision de changement ou d'obligation de transformer ce permis. Donc on est dans l'attente, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas d'obligation de changer de permis. En tout état de cause, il n'est pas demandé de repasser un permis britannique. Ce qui se passe, et ça vaut aussi en France pour les Britanniques, on échange son permis contre un permis, son permis français contre un permis britannique, mais il y a très peu de cas où on est obligé de le repasser. Pour ce qui est du roaming, donc dans la situation actuelle, il y a une décision européenne, une règle européenne qui interdit la facturation des données à l'étranger. Donc le 1er janvier, cette décision européenne, par définition, ne s'applique plus au Royaume-Uni. Ça ne veut pas dire que des frais de roaming vont automatiquement être réintroduits. D'abord, le gouvernement britannique a indiqué qu'il souhaitait en tout état de cause que ça soit limité s'il devait y avoir des facturations. Et surtout, je crois qu'un nombre important de compagnies de téléphones britanniques ont déjà indiqué qu'elles n'avaient pas l'intention de changer de politique et qu'elles appliqueraient finalement, alors qu'elles n'y sont pas obligées, l'exemption de coûts supplémentaires du roaming. Donc, pour être certain de ce qui vous concerne, il faut contacter votre opérateur téléphonique pour lui demander de confirmer qu'il fait partie de ceux qui ne mettront pas en place de coûts supplémentaires. Merci. Alors, la deuxième question, c'est Laura qui pose cette question et je pense que je vais l'orienter vers Corinne. Donc, Laura a été résidente au Royaume-Uni, mais elle est partie à cause du Covid et elle a été absente plus de 6 mois. Donc, ce qu'elle demande maintenant, c'est est-ce qu'il y a un intérêt à refaire sa demande de pre-settled status avant juin 2021? Et si elle refait une demande de pre-settled status, est-ce qu'il y a un risque de perdre le statut qu'elle avait déjà obtenu? Je pense qu'il y a un petit problème au sujet de la date là, Corinne. Oui, effectivement. Alors, si Laura avait un statut pre-settled et qu'elle a été absente plus de 180 jours par période de 12 mois, ça veut dire qu'elle a perdu sa continuité de résidence et qu'elle ne pourra pas obtenir un statut settled. Donc là, ce qu'il faut que Laura fasse, c'est qu'elle revienne au Royaume-Uni, donc je crois qu'elle est déjà en fait ici, mais qu'elle refasse une demande de statut pre-settled avant le 31 décembre de cette année, de façon à obtenir un prolongement de son statut pre-settled de 5 ans. En général, elle va devoir le faire et elle devra probablement téléphoner au EU Resolution Center qui va confirmer cela. Donc, la validité de son statut va être prolongée de 5 ans. Mais il faut vraiment qu'elle fasse sa demande avant le 31 décembre. Merci. Il faut qu'elle fasse la demande et qu'elle soit ici au Royaume-Uni ou bien qu'elle ait recommencé une période de résidence si jamais elle n'était pas en cours. Voilà. J'avais pensé qu'elle était à l'étranger. On n'est pas sûr. Alors, la troisième question, c'est une question sur la nationalité britannique. Et je crois que je vais orienter cette question vers Monsieur le Consul, mais en disant d'abord que nous ne sommes pas spécialistes et nous n'avons pas le droit de donner des conseils sur l'immigration, sur les statuts d'immigration. Mais donc, c'est une Française mariée à un Britannique qui pense à acquérir la nationalité britannique. Donc, on ne peut pas répondre à cette question, mais on peut peut-être vous demander, Monsieur le Consul, de préciser la situation quant aux gens qui ont la double nationalité. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on perd sa nationalité française si on fait une demande de nationalité britannique, par exemple? Oui, tout à fait. Demander la nationalité britannique, ce n'est pas ce qui est prévu, comme on le disait tout à l'heure, par les accords pour protéger ses droits. Donc, c'est une démarche personnelle qui est parfaitement légitime, mais comme vous l'avez très bien dit, nous n'avons pas de conseils particuliers à donner sur ce point. En revanche, ce que je peux vous confirmer, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui demandent la nationalité britannique et il y a beaucoup de Britanniques qui demandent la nationalité française et qu'il n'y a aucune incompatibilité entre les deux et que donc quand on demande la nationalité britannique, on peut parfaitement conserver sa nationalité française. Mais quand on a deux nationalités, on est considéré si vous êtes franco-britannique, vous êtes considéré par les Français comme un Français et par les Britanniques comme un Britannique. Ça, c'est important de l'avoir à l'esprit.
Merci. Alors, la quatrième question, c'est pour Corinne. Et c'est une question, là, ici, il s'agit d'une famille française. Mari et femme sont des Français avec des enfants aussi. Ils sont tous résidents maintenant à Londres. La femme et les enfants ont déjà fait leur demande je pense, fait la demande de settled status. Il faut être sûr que c'est settled status et non pas résidence permanente parce que là, il y a quand même une différence de statut. Et c'est Mohamed qui pose cette question. La famille a été séparée, le couple a été séparé un certain temps, mais ils sont tous réconciliés maintenant. Et Mohamed demande comment il doit faire pour faire sa demande de pre-settled status. Quel document est-ce qu'il lui faut pour faire sa demande? Est-ce qu'il doit montrer que le couple est réconcilié? Est-ce que c'est important? Alors, d'après ce que je comprends, Mohamed est français. Cela signifie que s'il est résident au Royaume-Uni avant le 31 décembre 2020, il peut faire une demande de lui-même pour le statut pre-settled. Donc là, il devra simplement avoir une carte d'identité ou un passeport valable et puis des justificatifs de présence qui datent d'au moins 6 mois. Donc, je ne sais pas, il est probablement s'il a commencé à travailler son National Insurance Number, sinon il pourra utiliser un justificatif de présence, comme par exemple, je ne sais pas, un billet de train s'il est récemment arrivé, ou s'il partage des factures de l'appartement avec sa femme, il pense forcément qu'il aura des factures à son nom. Tu as raison de dire que ce serait important de savoir si sa femme et ses enfants, s'ils ont fait une demande au statut de OEU Settlement Scheme, parce qu'ils disent qu'ils sont résidents permanents. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. S'ils ont une Indefinite Leave to Remain ou bien s'ils ont une Permanent Residence Card, auquel cas ils devraient faire une demande au statut de résident permanent par le biais du EU Settlement Scheme. Et je crois que c'est la question qui est répondue, Laura. Merci, je pense, oui. Alors, la prochaine question, c'est Christelle qui pose cette question. Et c'est une question qui traite de la carte d'identité et du passeport biométrique. Donc, Christelle a été résident au Royaume-Uni un certain temps, mais elle est repartie et elle voudrait revenir à Londres et obtenir le pre-settled, mais elle a essayé d'utiliser sa carte d'identité pour faire sa demande et ça ne passe pas sur le site. Donc, elle pose la question comment est-ce que ça va se passer, si elle va pouvoir, si elle va réussir, et est-ce qu'elle doit revenir à Londres avant le 31 décembre 2020. Et c'est une question que je voudrais diriger vers Monsieur le Consul général, si vous pouvez répondre à cette question sur les cartes. Je pense que vous avez touché ce point en fait dans votre présentation. Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, les cartes d'identité françaises ne sont pas biométriques. Par conséquent, pour faire une démarche settled status avec une carte d'identité, il faut l'envoyer au Home Office par courrier recommandé. En général, le Home Office ne conserve pas les documents très longtemps. Ils ne les conservent pas pendant tout le temps de la procédure. Ils prennent les données dont ils ont besoin et ils renvoient le document à son propriétaire. En temps normal, ils essayent de renvoyer les cartes après 48 heures si possible. Ça peut être un peu plus long, mais en général, c'est relativement court. Mais il faut l'envoyer. En revanche, si vous êtes en France et que vous voulez faire la démarche avec un passeport, vous pouvez aussi faire renouveler votre passeport en France et utiliser la biométrie du passeport. Donc, Caroline, elle demande, est-ce qu'il est possible d'obtenir un second pre-settled status? Donc, elle a déjà le pre-settled status qui date du mois d'août de 2019, mais elle est retournée en France. Elle a été absente 8 mois au total. Est-ce qu'elle devrait refaire une demande? Est-ce que ça lui porterait préjudice? Est-ce qu'elle a le droit de refaire cette demande? Est-ce qu'elle doit faire sa demande en 2021? Donc, ça répète un petit peu peut-être la même question. Je ne sais pas si vous pouvez clarifier là, Corinne. Je pense que c'est à peu près la même question. Si cette personne a vécu au Royaume-Uni, donc avant la période avant la fin de la période de transition et qu'elle a obtenu un statut plus settled, mais qu'elle est partie pendant 8 mois, elle a perdu sa continuité de résidence, donc elle va devoir impérativement revenir
avant le 31/12/2020 pour avoir une éligibilité pour refaire une nouvelle demande. Et à nouveau, si elle refait une nouvelle demande, son statut précédent va être prolongé de 5 années, ce qui lui permettra d'avoir l'opportunité de qualifier pour le statut de résident permanent. Merci. Alors maintenant, nous arrivons aux questions sur les soins et la santé et les cartes IHIC, les cartes médicales. Alors, est-ce que la carte médicale, la carte IHIC va toujours être valable? Pour qui est-ce qu'elle va être valable? Est-ce qu'elle va être valable aussi, par exemple, pour les Français résidant au Royaume-Uni? Est-ce qu'elle va être valable pour les enfants d'un couple de franco-britanniques? Est-ce qu'elle va être valable, par exemple, pour le mari britannique d'une citoyenne française? Et qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on va aller en France? Parce que nous avons Véronique ici qui nous demande, elle a renouvelé sa carte EHIC et elle dit les soins faits en France sont rejetés par l'assurance maladie. Je ne sais pas, je pense que c'est une question qui est dirigée à vous deux, en fait, à Monsieur le Consul Général et à Corinne aussi. Je ne sais pas si vous pouvez nous apporter des consignes à ce sujet. Sur l'aspect précis de la question sur le fait que la carte de Véronique a été renouvelée et qu'elle rencontre des difficultés, c'est pas des difficultés liées au Brexit en principe, puisque de toute façon jusqu'au 31 décembre, le droit européen continue à s'appliquer et il ne peut pas y avoir de changement. Donc il faut qu'elle contacte son organisme de sécurité sociale. Ça peut être un problème technique, ça peut être ou une mauvaise interprétation. Mais il n'y a pas de raison que sa carte ne fonctionne pas, en tout cas pas de raison liée au Brexit. Après le 1er janvier, encore une fois, les Français au Royaume-Uni qui sont protégés par l'accord, ça couvre la question sociale. Donc, s'ils travaillent au Royaume-Uni, ils sont affiliés au système britannique de sécurité sociale, ils conservent ces droits. Ça continue de s'appliquer sans aucune question. Et en tant qu'Européens protégés par l'accord de retrait, ils pourront continuer à utiliser une carte d'assurance maladie en cas de déplacement provisoire en France. Simplement, les cartes qui existent, qui ont été délivrées jusqu'ici, qui sont valables jusqu'au 31 décembre, perdent leur validité et il faut demander une nouvelle carte sur laquelle apparaîtra la mention selon laquelle le détenteur de la carte est bien bénéficiaire de l'accord de retrait et donc a toujours droit au mécanisme de coordination de sécurité sociale. C'est ce qui permettra d'avoir à ces cartes d'être valides après le 1er janvier 2021. Merci beaucoup. Est-ce que vous savez, Monsieur le Consul Général, est-ce que vous savez si les enfants sont aussi protégés par cette carte de leurs parents et si leur conjoint britannique serait protégé par la carte IHIC? Est-ce que c'est quelque chose que nous savons pour l'instant ou est-ce que nous attendons toujours? Sur les enfants, le régime de protection sociale est rattaché à celui des parents. Donc normalement, le lien doit pouvoir être établi avec la mère et pouvoir on peut faire établir des cartes pour des enfants d'ailleurs. Ils ont leur propre carte. Pour le conjoint britannique, il faut qu'il contacte l'organisme de sécurité sociale pour le faire vérifier. Merci. Ensuite, nous venons à une question de Sohaib qui dit qu'il est français. Il a récemment fait la demande de pre-settle qu'il a obtenue. Il compte s'installer à Londres l'année prochaine. Il va se marier avec une Algérienne, donc quelqu'un qui n'est pas d'origine européenne, mais seulement en 2021. Et il voudrait la faire venir seulement vers la fin de 2021. Quelle est sa situation en ce qui concerne le EU Settlement Scheme? Corinne, est-ce que tu peux répondre à cette question? Oui, alors, si Sohaib a le statut plus il a en théorie, il peut bénéficier de la réunion des familles, mais le problème, c'est que pour pouvoir en bénéficier, il faut que la relation ait existé avant le 31 décembre 2020. Donc là, il dit qu'il va épouser
sa future femme en 2021. Ce qu'il faut voir, c'est est-ce que la relation était déjà existante au 31 décembre de cette année et est-ce qu'elle précédait de 2 ans le 31 décembre 2020. Si ça n'est pas le cas, à ce moment-là, ça va devoir être le nouveau système d'immigration à points, je crois, un visa. Et là, je ne connais pas très bien le nouveau système, je ne peux pas conseiller là-dessus. Donc, il s'agirait là de pouvoir démontrer que vous avez une relation durable qui prédatait la fin de cette année et ça peut être un petit peu difficile pour lui, vu la séparation déjà en place. Voilà, exactement. Donc, la prochaine question, c'est pour Monsieur le Consul général et c'est en rapport avec la sécurité sociale. C'est Robin qui nous pose cette question. Qu'est-ce qui va se passer pour les Français, je pense, résidents au Royaume-Uni qui ont un contrat de travail français pour une société française? Est-ce qu'ils vont devoir payer les charges salariales françaises et la sécurité sociale National Insurance britannique? Est-ce qu'ils vont être imposés des deux côtés, disons? Donc, si la situation existait avant le 31 décembre, c'est couvert par l'accord. Et l'un des principes de la coordination de sécurité sociale, c'est qu'il n'y a pas de double cotisation ou de double taxation. Donc, s'il est dans un système où, j'imagine que c'est ce qu'on appelle un détaché, pour une entreprise française, il y a un contrat de droit français avec une affiliation française et il gardera le régime existant et il n'y aura pas de superposition d'un deuxième régime de cotisation sur le premier. Merci. Et je vois que l'heure tourne là. Je pense que nous avons le temps pour une dernière question qui est peut-être pas une question très facile que je vais diriger vers Monsieur le Consul général et c'est sur les retraites. Donc la question, c'est une question de Gilles. Les droits de la retraite. Ayant travaillé en France et au Royaume-Uni, que se passera-t-il lors de mon départ en retraite? Les accords de reconnaissance mutuelle des années cotisées dans les systèmes sociaux respectifs seront-ils maintenus? Oui, donc si Gilles a connu une situation à cheval sur les deux pays dans le passé, donc il a des périodes pour lesquelles il a cotisé en France, des périodes pour lesquelles il a cotisé au Royaume-Uni. Le principe de coordination va s'appliquer, donc il y aura une cumulation des différentes périodes et on prendra en compte les périodes qui auront eu lieu avant le 31 décembre, mais aussi après le 31 décembre, parce qu'il avait déjà un statut frontalier depuis avant le 31 décembre, donc sa retraite sera calculée en tenant compte de l'ensemble de ses cotisations. Merci, je pense que c'est très rassurant. Alors, nous atteignons maintenant la fin de la séance et il faudrait qu'on clore maintenant. Mais avant de fermer, je voudrais demander à Monsieur le Consul général et à Corinne s'ils voudraient rajouter un dernier mot, s'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter à ce que vous avez déjà dit ce soir. Peut-être un point sur il y avait une question sur quelqu'un qui s'était absenté du Royaume-Uni pour plus de 6 mois pour des raisons liées à la Covid. Je crois que c'est important de préciser que nous avons demandé à l'administration britannique si elle accepterait de considérer que le Covid peut être une raison d'avoir dépassé les 6 mois. Et pour l'instant, la réponse est assez incertaine parce que il faudrait prouver que, à cause de la Covid, la personne a vraiment été empêchée de rentrer au Royaume-Uni. Il ne suffit pas de dire, comme il y avait l'épidémie, je suis rentré et puis je suis rentré pour plus de 6 mois. Donc, ça veut dire que ça ne sera pas systématiquement accepté comme une raison légitime d'avoir été absent. Donc, ça renforce la réponse qui a été faite par Corinne. Ça veut dire que il faut revenir avant le 31 décembre pour rouvrir des droits et remettre le compteur pour le pre-settled status et au bout de 5 ans le settled status. Donc ça c'est un point important.
Merci, c'est vraiment un statut de résident que nous avons ici et c'est quelque chose qu'il faut souligner, je pense. Corinne, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Juste faites passer le message, faites en sorte que toutes les personnes qui vivent, que vous connaissez, qui sont européennes, fassent cette demande à ce dispositif parce que c'est extrêmement important pour qu'ils puissent garantir leurs droits au Royaume-Uni. Et l'autre point que je voulais dire, et je pense que tu vas le souligner plus tard, Hélène, c'est qu'il y a encore pas mal de questions que nous avons reçues par le biais du Q&A et que nous y répondrons d'une façon ou d'une autre, ou bien ils peuvent continuer de nous poser des questions en utilisant notre adresse email. Voilà. Merci. Oui, je pense que Sarah, elle va réécrire l'adresse email, l'adresse électronique dans la boîte de la question-réponse. Si nous n'avons pas répondu à votre question, envoyez-nous un mail et nous ferons ce que nous pourrons. Mais merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup aux intervenants. Merci beaucoup, surtout à Monsieur le Consul Général, Monsieur Mazar. Ça nous a fait très, très plaisir d'avoir eu votre expertise ce soir. Alors, nous attendons maintenant vos questions supplémentaires, si vous voulez. Et nous disons maintenant bonne nuit à vous tous et merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne soirée.